Rossellini. Ce sont également au Japon des figures d'idiots, des figures de Christ complètement sécularisés, pourrait-on dire, puisque ces Christ-là sont transformés en des rebuts d'humanité, des humains qui ont presque perdu leur statut d'homme. Et là, je vous renvoie également à des romans des textes très connus de Ishikawa Jun, Jésus dans les décombres, par exemple, 1946, ou des textes de Sakaguchi Ango, comme La Chute, 1946 ou 47, là aussi. Bon. La Chute et L'Idiote. C'est aussi dans ce contexte que Jean-Paul Sartre, celui de La Nausée notamment, connaît une grande popularité au Japon, puisque La Nausée est traduit en 1947 et que l'épisode où Antoine Roquentin, le protagoniste de La Nausée, découvre à cette révélation de la racine qui passe sous le banc sur lequel il est assis, est véritablement une figure matricielle pour énormément d'artistes et de penseurs au Japon à cette époque. Donc, pour citer ce Matsumoto Toshio, encore lui, dont je vous ai parlé, et que je citerai encore un peu, voilà ce qu'il dit à propos du néoréalisme et de sa méthode dans un ouvrage tout à fait capital qui s'appelle Eizo no Hakken, ici. Voilà ce qu'il dit. De la période de la résistance jusqu'à l'immédiate après-guerre, les contradictions de la réalité se montraient de toutes parts, à vif, telles des plaies exfoliées. Le démembrement des hommes se voyait au quotidien sous les espèces externes, visibles, de la mort et du dénuement, auxquelles se liait leur démembrement interne, se manifestant bien souvent sous les formes de la trahison, du crime, de la folie. En d'autres termes, il s'agissait bel et bien de ce que Sartre nomme situation limite. Et c'était une situation socio-historique que tous partageaient. Donc si je voulais résumer un petit peu d'un slogan ce qui se passait à cette époque-là et les objectifs que l'art et le cinéma se donnaient, on pourrait les résumer ainsi. Il faut voir. Mais c'est bien tout ce qu'on puisse faire, mais quand même c'est déjà beaucoup. Voilà. Alors, l'évolution de cette première situation-là, pour l'expliquer, je vais citer de nouveau Matsumoto, je poursuis la citation. Il continue ainsi. Quant à l'avènement de la reconstruction et de la paix, la vie des gens s'est relativement stabilisée. La ruine soudaine du néoréalisme n'était-elle pas inscrite, par conséquent, au cœur même de cette méthode du regard fixe ? Quand les manifestations de ces situations limites ont commencé de ne plus être visibles, un décalage irréductible est apparu. En vérité, dans cette période de relative stabilité capitaliste, tout est recouvert d'un voile de normalité parfaitement lisse, de sorte que les contradictions de la réalité ne se manifestent plus simplement de manière qu'on puisse les voir à l'œil nu. Par conséquent, avec le réalisme qu'on connaissait jusque-là, qui se faisait fort de peindre minutieusement le visible, on se retrouve menacé constamment par quelque chose d'invisible et incapable de décrire les torsions de cette situation sociale, aliéné constamment par quelque chose d'invisible. Donc, à partir de la fin des années 50, début des années 60, les objectifs de l'art se modifient. Ce n'est plus « il faut voir », c'est « il faut voir qu'on ne voit pas ». Et désormais, l'art va avoir pour tâche d'aller trouver un réel au-delà des apparences illusoires dans une forme d'opposition qui, bien entendu, est canonique, en tout cas au moins depuis le 19e siècle, depuis il faut voir qu'on ne voit pas, en fait c'est du Claude Monet, hein, je l'emprunte à Claude Monet, on aurait pu citer également Paul Klee qui disait « l'art rend visible ». L'avant-garde cinématographique des années 60, elle retrouve là cette espèce de mission canonique du cinéma, et c'est sans doute aussi ce qui fait sa force. Évolution suivante, et puis comme ça j'en finirai là-dessus, il n'y aura que 3 temps dans ma chronologie à 4 finalement, pour revenir justement à cet ouvrage. Alors, les cinéastes, les artistes de cette époque se sont donc donnés pour mission d'aller découvrir la réalité, la vraie réalité, pourrait-on dire. Peut-être pour ça, on peut dire qu'à un moment, le réel a été une utopie. C'est ce qu'on voulait excaver, véritablement. Et au cours de cette décennie, 1960-1970, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a trouvé au-delà des apparences ? On a trouvé que cette profondeur-là, derrière le réel, elle n'existait plus. Il y a
dans cet ouvrage-là, 1974, que j'aime beaucoup pour ma part, Entre les feuillets et le regard de Miyakawa Atsushi, critique d'art, il écrit ceci: ce qui fait surface en devenant superficiel est la surface elle-même. Et avec ce petit slogan-là, il définit, je crois, véritablement ce qui a été le mouvement de beaucoup de cinéastes qui se sont échinés à essayer de découvrir ce qu'il y avait au-delà des apparences, quel était l'invisible qui régissait en secret la réalité. Et au terme de leurs explorations, dans la profondeur, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'il n'y avait plus de profondeur, qu'il n'y avait plus d'invisible, ou qu'en tout cas, le seul invisible qui leur restait à débusquer, c'est que tout était justement visible. Pourquoi visible? Parce que désormais, le capitalisme rutilant de cette période-là, eh bien, avait transformé le paysage comme un tissu serré, un paysage en toque dont parlait justement Matsuda, et qu'il n'y avait désormais plus rien à faire, plus rien à trouver au-delà de ce pays-là. Il n'y avait plus que des profondeurs sans profondeur et des hauteurs sans hauteur, pour citer un autre critique d'art, Hasumi Shigehiko, qui écrit cela en 1969. Donc, au moment de la Banpaku, de l'exposition universelle, il faut voir qu'on ne voit pas, finalement, il s'est transformé en quelque chose de bien moins mobilisateur, et c'est là-dessus que je finirai donc l'exposé un peu déprimant que je viens de faire. Eh bien, ce nouveau slogan, ce serait: eh bien, il faut voir qu'on voit tout. Mais justement, il n'y a rien de particulier à voir. Donc voilà, en termes d'utopie, c'est pas forcément le plus galvanisateur. Voilà. Et en passant, et ça, je pense que c'est voilà une espèce de signe, mais je suis tombé juste en venant à l'institut. Je suis allé dans un bouquiniste, chez un bouquiniste, pardon, et je suis tombé sur cette revue. C'est le premier numéro qui date de 1984, et c'est justement dirigé par le fils de Asada Takashi, dont je parlais tout à l'heure, Asada Akira, et cette revue qui s'appelle donc Le Gai Savoir. Ce premier numéro s'appelle Han Utopia, contre Utopie, justement. Voilà, je me suis dit, il faut que je vous en parle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et pardon d'avoir débordé. Oui, je pense que j'ai une indigestion dans ma tête, parce que vous avez parlé de beaucoup de choses. En réalité, cet événement est diffusé en direct à travers le réseau. Et les lycéens français de Tokyo donc suivent en direct cet événement, et j'ai entendu dire que il y a des questions que les lycéens voudraient absolument poser à Monsieur Capel. Donc on va écouter ces questions. Oui, alors je me fais le relais des lycéens de lycée de français de Tokyo. Donc il y avait deux questions pour Mathieu Capel. Donc Mathieu choisira de répondre à l'une des deux. La première, c'est: quelles sont nos utopies contemporaines aujourd'hui? Donc c'est une vaste question. Et puis la deuxième question, c'est les mouvements transhumanistes et post-humanistes, extropiens, institut de la singularité, etc., sont-ils portés par des utopies? Bien. Voilà deux questions, ma foi, qui sont sans doute pertinentes. Si j'avais la réponse à la première, je ne sais pas, peut-être que je me lancerais dans la politique, mais ça va me permettre, je vais m'en servir finalement pour livrer ce quatrième temps de ma chronologie, puisque arrivé au terme donc au moment là où il fallait voir qu'on voyait tout et finalement il n'y avait rien à voir, qu'est-ce qu'on pouvait faire justement par rapport à ça. Donc ça va me permettre finalement de répondre à quelles seraient les utopies aujourd'hui. Bon, quels sont les moyens qui sont en tout cas envisagés par les cinéastes après cette situation un petit peu démoralisante.
il me semble qu'il y en a 3, et qu'il y en a eu 3. Alors, pour revenir à cet ouvrage-là, l'une des solutions qui s'est présentée, bien, si vous connaissez Matsuda Masao, vous savez qu'il était proche des milieux marxistes, qu'il était proche également d'un cinéaste qui s'appelle Adachi Masao, lui-même proche de l'armée rouge japonaise, qui s'est engagé au Liban, qui était donc très proche de Shigenobu Fusako, par exemple. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé à cette espèce de moment d'impossibilité où plus rien ne semble possible? Eh bien, on tire un coup de feu, c'est ce qu'il dit. Finalement, qu'est-ce qui est possible de faire? Eh ben, détourner des avions, poser des bombes, voilà. C'est historiquement une solution qui a été testée, on le sait. Voilà. Il y a une autre possibilité qui a aussi été explorée par Imamura Shohei, le cinéaste, ou un auteur, dramaturge, cinéaste, enfin bref, vous le connaissez sans doute tous, c'est Terayama Shuji. Et cette solution-là, elle consistait, puisque tout n'était plus qu'une surface, eh bien, consistait à creuser finalement, on va retrouver cette profondeur-là. Et cette profondeur, elle se trouve notamment dans une essence de l'homme, dans une espèce de naturalisme tardif finalement, qui allait essayer de retrouver, notamment au Japon, une espèce d'essence japonaise particulière, voilà, dans des directions qui peuvent ne pas être non plus complètement attractives pour tous, et c'est notamment mon cas. Mais il y a une troisième solution qui est, elle, toujours, je crois, en train d'essayer de se faire, que l'on pouvait voir déjà là, je ne sais plus comment on fait le plein écran, mais c'est pas grave. Dans ce livre-là, Michiko Yorobashiki Inyu, que... j'avais traduit Odyssée mexicaine en français. On trouve ce genre de solution-là. On trouve également, je crois, dans ce livre que je trouve vraiment formidable, qui s'appelle Ciné Capital, de Hirose Jun, que vous connaissez peut-être, je pense qu'il est intervenu souvent ici. Et il a des thèses qui devancent, en tout cas rejoignent beaucoup celles que l'on trouve également chez Peter Sandy dans Le supermarché du visible, livre récent. Et cette solution-là, elle consisterait, puisque tout semble lié, puisque on est dans une espèce de régime d'image où l'image des médias de masse qu'est évoquée tout à l'heure semble avoir colonisé un petit peu tous les départements de la vie, et également avoir un petit peu tout arasé finalement. L'utopie, peut-être aujourd'hui, ce serait d'essayer de déceler les images, d'essayer de les rendre un petit peu à leur liberté, essayer de les rendre à leur polysémie, en tout cas de défaire la chaîne du sens, défaire la chaîne de montage du sens, au sens, bien évidemment, là, une critique politique, notamment du néolibéralisme actuel. Jusqu'à une certaine période, les Japonais pensaient philosophiquement. Merci de nous avoir présenté ces livres qui témoignent des réflexions philosophiques faites par les Japonais. Maintenant, je donne la parole à Elie Düring pour nous présenter un exposé. Düring est philosophe. Il est professeur à l'université Paris X. Il est venu plusieurs fois au Japon et a participé à des débats. Et en effet, ça marche mieux si on allume le micro. J'ai été très intéressé par les deux exposés précédents, et je ne peux pas en même temps m'empêcher d'être frappé par la tonalité
l'atmosphère un peu sombre qui plane sur cette salle depuis 1 heure, je vais tenter d'introduire un peu de jovialité. Voilà. Je veux vous proposer une théorie tonique de l'utopie. Bien. Alors, on associe généralement le souvenir au passé, et je voudrais vous parler aujourd'hui de souvenirs du futur, ou, ce qui revient peut-être même, des futurs du passé. Les futurs du passé. La thèse que je vais défendre est très simple. En un mot, je veux défendre l'idée que les futurs du passé, par définition, ne sont pas passés. Ils insistent au cœur du présent, et en un sens, ils nous sont réellement contemporains, au sens fort. Alors, c'est une proposition un peu abstraite, là, que je fais. Comment imaginer ça, précisément ? Comment l'imaginer ? Alors, je vais répondre en retournant le problème. Je pense que c'est réellement, cette thèse que je viens d'énoncer, le seul moyen d'imaginer le futur. Et imaginer le futur, c'est pas du tout la même chose que essayer de prédire, d'anticiper l'avenir. Imaginer le futur, c'est d'une certaine façon, c'est déjà le créer, d'accord ? C'est pas un problème de qu'est-ce qui va se passer. Bon, alors je vais tout de suite, pour pas rester dans l'éther de l'abstraction, je vais essayer de tout de suite vous donner un exemple ou étudier un cas bien connu en France, peut-être au Japon aussi. C'est un classique maintenant. C'est un film de Jacques Tati qui s'appelle Playtime. Un de mes films favoris, probablement, pas simplement de Jacques Tati. Il met en scène, ce film, de façon constante, un télescopage, une sorte de superposition entre deux époques, deux états de la société française. Pour faire vite, la société qui disparaît déjà, très rapidement, c'est celle des années 50, qui est très présente dans les premiers films de Tati, mais aussi là, des indices évidents. Et puis, de l'autre côté, il y a cette société, ce temps nouveau qui s'annonce avec la construction de ce qu'on a appelé... Ah, pardon, qu'est-ce qui se passe là ? Je crois qu'on a là l'ancienne version de mon PowerPoint, donc il faudrait l'actualiser. Sinon, on va avoir des problèmes constants. Est-ce que la nouvelle version envoyée ce matin est téléchargée ? Je me tourne vers Béatrice Horn, qui n'est pas dans la salle. Bon, ça va être compliqué, là. Il faudrait récupérer Béatrice Horn et installer la bonne version de cette affaire. Je continue, sans image. Alors, imaginez Playtime pour ceux qui l'ont vu. Je disais deux époques qui se télescopent, et donc celle qui s'annonce, et que le film fantasme, rêve réellement, parce qu'elle n'existe pas encore, c'est la société, disons, des années 70-80, celle qui arrive, dont on voit les prémices dans la construction des premiers quartiers d'affaires à proximité du Paris historique, le projet de la grande aérogare de Roissy-Charles de Gaulle, qui sera construite quelques années plus tard. Bon. Tati a rêvé le futur, il a vu tout ça, et c'est presque plus réel, plus convaincant que ce qui a été construit effectivement dans les années 70. Il a fait glisser ce futur dans la trame du présent, 1968, j'ai oublié de préciser la date du film, c'est important, 1968, pour produire une nouvelle vision de cette modernité qui était déjà, en fait, cette modernité rêvée, l'aéroport de Roissy, etc., qui était déjà, en fait, à l'époque, à la fin des années 60, un petit peu datée, un petit peu désuète. On s'en est aperçu très vite au cours des années 70. Alors, ça aurait été mieux avec les images. On peut adopter sur ce phénomène un point de vue géologique ou stratigraphique, disons archéologique. On parle d'archéologie du futur, très bien. La démarche consisterait à distinguer, à discerner dans le présent, alors là ce serait le présent de Tati, des traces, peut-être des ruines d'un futur rêvé. Et puis, de notre point de vue maintenant, en 2018, 50 ans après, discerner dans ce passé-là les traces d'un futur que ce passé était capable de rêver, etc. Et puis, on peut s'intéresser à, disons, à cette espèce d'étagement, de superposition, un peu à la manière dont Walter Benjamin avait mis en évidence les phénomènes de latence, de survivance anachronique,
dans le Paris rêvé par Haussmann, d'accord, il y avait déjà une trace du Paris du Premier Empire. Baudelaire a très bien parlé de ça. Et dans les années 20, quand intervient Benjamin, dans les années 20-30, il voit dans le Paris rêvé par Haussmann toute cette épaisseur, cette stratigraphie historique, bon, et cette coexistence étrange des temps. On pourrait se livrer à cet exercice sur beaucoup de rêveries, disons, sur le futur, et ce serait intéressant certainement, mais on peut voir les choses autrement, les prendre tout autrement, c'est ce que je veux proposer ici. Et pour ce faire, je pense qu'il faut se débarrasser d'une certaine représentation du futur qui est si naturelle, en fait, qu'on l'interroge généralement pas du tout. On se représente, pour faire court, généralement le futur comme une région du temps. Une région qui est devant nous, devant le présent, d'accord ? Le contenu de cette région est plus ou moins indéterminé, plus ou moins incertain, d'accord ? Mais il ne fait aucun doute que c'est devant, là, sur la ligne du temps. Bon, et cette spatialisation de la notion de futur pose immédiatement un problème. D'abord, elle repose sur une sorte de tautologie. Le futur, c'est ce qui sera. Comme on dit, ce qui sera, sera. Ou au futur antérieur, ce qui aura été. Bon, on verra bien ce qui aura été. Mais ce qui sera, si on raisonne comme ça, on se le représente déjà, en fait, comme du présent. D'accord ? Par anticipation. Donc, avec plus ou moins de détails, plus ou moins de certitude. Mais en réalité, ça revient à s'imaginer le futur comme un présent en attente. Un présent à venir. Bon, alors, la thèse, là, ce serait que le futur, il faut se le représenter autrement, pour bien comprendre ce qui est en jeu. C'est pas l'avenir, exactement, le futur. Le futur, c'est pas une région du temps, et là, vraiment, je demande aux philosophes dans la salle de me pardonner, surtout mon collègue Didier Franck ici. C'est une dimension. C'est pas une région, c'est une dimension, quelque chose de cet ordre. Ou mieux, comme je l'aborderai ici, je dirais le futur, c'est un mouvement, c'est un vecteur, c'est une force de futurition, ou une puissance d'arrachement au présent, qui est en fait, généralement, une puissance de création, une puissance de nouveauté, même si ça implique destruction, évidemment. Pour s'arracher au présent, il faut aussi casser des meubles. Voilà. Alors je propose de renverser complètement les choses, et je prie pour que les images arrivent. Je ne sais pas quoi faire, à vrai dire. Je ne sais même pas comment manipuler, comment atteindre le disque dur. À l'aide! Non, bon. Je ne sais pas quoi faire. Je propose de renverser la perspective à 180 degrés. Ou d'ailleurs non, à 90 degrés. Le futur n'est pas devant nous, comme un être simplement à venir. Il n'est pas non plus en nous, comme une sorte de projection mentale. Le futur, voilà la proposition, est à côté de nous, dans un autre temps, une autre dimension temporelle, parallèle au présent. Et plus précisément, et c'est ça vraiment la spécificité de ce que je veux avancer, parce que d'une certaine façon, tout ce que j'ai dit là est une banalité effroyable. D'un point de vue philosophique, je pense que on pourrait citer des auteurs, mais ce n'est pas nouveau. Ce qui est peut-être plus intéressant, ce serait d'imaginer que ce futur, tel que je le définis, ce futur parallèle au présent, est en fait une extension du passé, est en fait, son vrai contenu, c'est le futur du passé. La thèse, c'est que le vrai contenu du futur, s'il a un contenu, s'il est autre chose qu'une forme, une vection, une direction, s'il a un contenu, c'est en tant que futur du passé, ou ce qu'il en reste. Comme si le passé avait la force de propulser son propre futur, de sorte qu'aujourd'hui, il nous accompagne latéralement, un peu comme dans les voyages en train la nuit, on aperçoit parfois un autre train qui semble immobile par rapport à nous, et on aperçoit par la vitre des gens semblables à nous, comme ça. Mais peut-être, là, il faudrait imaginer avec un drôle de décalage, des gens habillés avec de costumes d'époque, avec une autre allure, et puis le train sur la voie parallèle prendrait sa vitesse et repartirait devant nous dans la nuit. Bon, il faut imaginer le futur comme nous doublant, littéralement, doublant le présent, et d'une certaine façon animé d'une allure plus rapide que la nôtre. Bon. Là aussi, évidemment, il y a un côté science-fiction, immédiatement. On imagine, on pense, quand on parle de temporalité parallèle, à toute cette littérature attachée à des noms fameux, comme Philip K. Dick, Time Out of Joint, ou alors William Gibson, plus près de nous, l'auteur du Neuromancer, qui disait, c'est une belle
une belle caractérisation de l'affaire. Il dit « Le futur est déjà là, il est déjà là. Simplement, il n'est pas distribué de façon homogène. » C'est-à-dire qu'en fait, il flotte entre le passé, le présent et l'avenir. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de l'envisager comme s'étendant le long du présent. Bon. Je résume, le futur n'est pas dans un rapport de succession au présent, c'est pas ce qui vient après, c'est pas du présent en réserve, en attente, il est contemporain. Il est, ce que j'ajoute, moi, il est littéralement propulsé par le passé. Bon, je veux redonner maintenant, je suis désolé, mais que faire avec ces images-là? Ça devient grotesque parce que je veux vous parler d'images. Donc je peux difficilement faire des gestes dans les 10 minutes qui suivent. Est-ce que peut-être, Kay avait l'air très, très habile, tu peux au moins accéder au disque dur où se trouveraient des fichiers? Parce que... Est-ce que tu as précédemment? Parce qu'il y a peut-être deux fichiers, là, c'est peut-être l'ancien qui est resté. Je voulais immédiatement illustrer tout ce propos par un exemple récent pour moi. J'ai eu la chance de visiter de l'intérieur et pas simplement... Je n'ai que ça, bon, on va se contenter de ça. Pas simplement en prenant des photos à l'extérieur, ce qui est réellement une icône, un emblème de l'architecture métaboliste à Tokyo. Il s'agit, donc je passe, voilà, j'en étais à peu près là, ça c'est le livre de Kay Dick, Mon affaire de train de nuit. Bon, les futurs du passé qui s'envolent comme des lucioles. On voit pas grand-chose, mais c'est des jeux vidéo en mode dessin vectoriel. Ça n'existe plus. Et donc j'en viens à la Nakagin Tower, la Nakagin Capsule Tower, bien connue. Je demande une extension de temps à cause du problème des images. La Nakagin Tower, donc construite en 1972 par Kisho Kurokawa. L'année de ma naissance, elle a donc le même âge que moi, cette vénérable tour. Elle a été conçue comme une machine assemblant des capsules de 10 mètres carrés, toutes à peu près, bon, il y en a deux types, mais en gros, c'est relativement homogène. Et l'intérieur est pensé à l'image, je pense que ça ira, on va se débrouiller. Merci. L'intérieur est pensé en effet à l'image de capsules spatiales. La référence est absolument évidente. Et ce qui est très frappant dans cette espèce de blason métaboliste, c'est la présence massive des hublots. C'est la seule ouverture qu'on a sur l'extérieur, en effet. Le hublot qui donne à chaque habitant une sorte de perspective un peu cyclopéenne sur la ville alentour, et qui en même temps, ce qui permet à ces capsules, voici l'intérieur tel qu'il a été reconstitué, là, par une de ses habitantes, ces capsules sont parfaitement isolées les unes des autres par de curieux dispositifs attachés à certains hublots qui permettent justement de ne pas voir, de ne jamais rencontrer le regard des habitants des autres capsules. Comme si ces capsules se tenaient un peu de cette manière-là, pour assurer que le regard soit absolument centrifuge, ne se retourne jamais sur le bâtiment lui-même. Bien. Ce qui dit quelque chose à la fois de cette volonté d'envoyer littéralement les habitants dans l'espace, en état d'apesanteur dans cette ville, et aussi cette utopie un peu étrange où les gens ne se rencontrent jamais ou seulement dans la cage d'escalier. C'est plus du tout le cas maintenant pour une raison très simple, et tout ça a été documenté 1000 fois, c'est que ce bâtiment est dans un état de décrépitude absolument terrible, très avancé, pour une raison simple, à la fois technique et économique. Ces capsules étaient conçues pour durer 5 ans et être remplacées tous les 5 ans. Et voilà donc à peu près 50 ans, quasiment, qu'elles sont sans cesse maintenant rénovées de l'intérieur par leurs propres habitants. Elles n'ont jamais été échangées parce que les habitants, au lieu d'être des locataires, comme ils auraient dû l'être, pour l'essentiel, sont devenus des propriétaires privés, individuels. Donc ça, c'est une faute, une erreur absurde de la compagnie qui est à l'origine du projet, c'était d'avoir vendu les parcelles. Et comme les propriétaires ne sont pas très motivés pour remplacer leurs propres capsules tous les 5 ans et donc déménager tous les 5 ans, on a un résultat qui est une sorte de ruine du futur. Une ruine du futur. Bon, il est quand même symptomatique qu'en 72, on assiste, la même année donc, au démantèlement du programme Apollo. Comme si, au fond, cet emblème métaboliste était aussi une allégorie de la fin de l'utopie spatiale ou de son démantèlement.
Bon, et évidemment, ça confirmerait, si je continuais dans cette veine, un discours un peu morose, qui serait dans la tonalité générale, et qui consisterait à dire que bon, les utopies sont nées pour mourir, et que d'une certaine façon, l'utopie est toujours une version mort-née, avortée du futur, exposée, exhibée aux yeux du public pour lui faire honte d'une certaine façon, de son hubris, de sa démesure, de cette espèce de futurisme niais qui consiste à s'imaginer qu'on peut créer le futur comme ça, sur plan ou sur maquette. Elle est retenue aujourd'hui par des filets, parce qu'on a peur qu'elle s'écroule, cette tour, ou qu'elle fasse chuter des morceaux sur les passants. Mais je retourne le discours d'une certaine façon, je tords le bâton dans l'autre sens. Moi, ce qui me frappe en fait, ce qui m'a frappé en rendant visite aux habitants de la tour, c'est au contraire l'extrême résistance, pas l'obsolescence de cette construction, mais l'extrême résistance, l'extraordinaire résistance d'un bâtiment qui, en toute logique, aurait dû s'écrouler depuis longtemps. D'accord ? Il a duré 10 fois plus longtemps que ce qui était prévu. C'est extraordinaire. En l'état, il a déjà vécu au moins le double de l'âge moyen des bâtiments de la ville, d'accord ? Qui est de 25 ans environ. Donc c'est une vieille dame qui, si on transpose, serait quasiment centenaire du point de vue humain. Une vieille dame centenaire tout à fait vénérable. Bon, illustration du mot célèbre d'Althusser, l'avenir dure plus longtemps, d'accord ? Donc je ne considère pas du tout que la Nakagin soit un vestige, une sorte de musée d'elle-même sur le mode d'une sorte de ruine auto-entretenue. Je considère que l'image du futur qu'elle projette n'est pas passée, mais qu'au contraire, elle témoigne d'une espèce d'insistance, de résistance du futur du passé. Alors je dois aller très vite maintenant et exposer plus précisément, avec un ou deux autres relais, exemples, ce que j'entends par ce que j'appellerais désormais les rétro-futurs. Des futurs du passé qui ne passent pas. D'accord ? Les futurs rétro, c'est facile. On pourrait en parler longtemps. Je pourrais évoquer, par exemple, la mode en général. C'est-à-dire la manière très réflexive, très intelligente, très maligne dont des grands couturiers comme Cardin, comme Courrèges, comme Paco Rabanne, dans les années 60-70, ont exploité à fond l'imaginaire futuriste ou utopique, notamment en liaison avec l'âge spatial. Pourquoi ? Pour anticiper la propre obsolescence, la propre péremption de cette utopie, et porter déjà un regard désabusé sur cette pulsion futuriste en se plaçant en quelque sorte 20 ans en avant de notre point de vue, ou 30 ans en avant, de notre point de vue un peu à la fois attendri et amusé sur cette époque où on avait la capacité de se projeter comme ça. C'est une époque qui est contemporaine des maisons bulles d'Antti Lovag ou des fauteuils bulles d'Ernio. Bon. On pourrait aussi, Audrey Hepburn, dans sa capsule, et on pourrait aussi évidemment méditer sur ce que nous conservons généralement de ce qu'il faudrait alors appeler des futurs rétro, pas des rétro-futurs, des futurs rétro, c'est-à-dire des chromos au sens des images, une imagerie, des visuels, une imagerie graphique qui a pu avoir son efficacité à l'époque, mais qui nous reste aujourd'hui comme une sorte d'archive, une immense archive du futur qu'on peut consulter avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins d'intérêt, et quand même toujours avec cette nostalgie teintée de distance ironique. Bon, ils avaient la force d'y croire, mettre Manhattan sous une bulle, comme Buckminster Fuller, ou alors construire en dur, ils l'ont fait, la cité du futur qui s'appelle Brasilia, ou São Paulo. Alors, je passe, et je veux expliquer ce que c'est qu'un rétro-futur, maintenant, qui n'est pas un futur rétro. Donc un rétro-futur qui conserverait sa puissance de futurition, envoyé par le passé, bien sûr, mais plus intéressant que ce passé lui-même, d'une certaine façon. C'est mon deuxième, peut-être mon dernier exemple, ça a été déjà évoqué, ce sont les expositions universelles. Bon, ça c'est celle de 1939, ça c'est celle de 1964. Je m'intéresserai à ce qui s'est fait à chaque fois, à chaque occasion, c'est-à-dire la constitution d'une time capsule, une capsule temporelle, une time capsule. On est toujours dans les capsules, mais là, il s'agissait littéralement de mettre le temps en capsule et de le propulser vers le futur, à l'intention des populations à venir, des temps à venir. Celle de l'Expo 70 d'Osaka est très intéressante. On en a le recueil absolument détaillé. Il y a un peu plus de 2000 objets qui ont été réunis là, beaucoup de documents, d'archives photographiques, de visuels, de films, d'enregistrements, mais aussi beaucoup d'objets, des objets de toute nature, d'une certaine façon, qui étaient censés témoigner de l'époque à l'intention d'époque à venir. Et en gros, on avait, pour simplifier, je vous raconte l'histoire, il y a deux capsules en fait.
L'une était censée être déterrée, elle l'a été en 2000, en l'an 2000, symboliquement, et l'autre enfouie beaucoup plus profond, et on a accordé beaucoup d'attention à la préservation des matériaux, des technologies nouvelles, pour l'époque, ont été mises en œuvre, beaucoup plus profondément, à déterrer au 7e millénaire, exactement, en 6970. Donc on a un peu de temps pour voir venir, mais vous voyez qu'on voit loin. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a mis? Pardon, et qu'est-ce qu'on trouvera en 6970? Que trouveront nos descendants, les générations futures? Entre autres choses, je ne vais pas faire la liste des 2000 objets, un enregistrement du discours prononcé par l'empereur à l'ouverture de l'exposition, forcément, c'est obligé, des insectes coulés dans la résine, des graines de cyprès japonais, des dessins d'enfants, une horloge en plutonium, un rice cooker, indispensable, un rasoir mécanique, mais aussi un autre électrique, des montres-bracelets de marque Seiko, évidemment aussi. Et là, c'est plus curieux, un talisman contre le feu, un œil de verre, un préservatif en soie, des menottes, ça devient plus inquiétant, c'est un thème d'époque aussi, et même un échantillon de monnaie, de fausses monnaies. Bon. Alors, on est frappé par le caractère extrêmement trivial du contenu, par la volonté encyclopédique et démocratique de rassembler le maximum d'objets hétéroclites, des plus rustiques aux produits de la plus haute technologie. Et dans cette visée platement documentaire, on peut lire, et c'est intéressant, quand on parle de l'utopie, l'image inversée du dispositif spectaculaire mis en œuvre dans le reste de l'exposition. On pourrait dire que c'est le point de réel de l'exposition. D'accord ? C'est-à-dire qu'on représente absolument tout du présent, sauf la pulsion futuriste.